C'est mieux. J'imagine que plusieurs personnes avaient très déçu d'apprendre que Rosette Lévy ne sera pas là. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'aurais eu grand plaisir à la rencontrer. Et en même temps, je comprends très bien le fait qu'une personne qui, pendant des décennies, a fait l'effort d'aller témoigner dans beaucoup d'écoles, beaucoup de lieux, arrive à un âge où peut-être il y a un véritable épuisement et comme si toute la douleur aussi de ces témoignages sans arrêt repris, peut-être il y a chacun a une temporalité et à mon avis, il y a quelque chose qui devient insupportable. Donc moi, je comprends parfaitement que cette femme ait dit « je ne peux pas ». Mais le hasard fait bien les choses. On cherchait effectivement quelle personne pourrait venir. Et en écoutant, mais je devais partir, donc j'ai écouté que les premières minutes d'une émission de Marc-Alain Waknim, que j'écoute le dimanche normalement, et je n'avais pas le temps de l'entendre complètement. Juste, j'entends une dame qui parle, Francine Kaufmann, me dit, au moins c'est un nom facile à retenir, Francine Kaufmann, et qui parlait en temps, au début de l'émission, fille d'un déporté. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est évident, peu à peu, cette dernière génération des déportés est en train de disparaître. Il y a un amenuisement, une disparition, un effacement qui va arriver à son terme des déportés en direct. Et les enfants des déportés, et puis peut-être aussi les petits-enfants, portent autrement, bien sûr, cet héritage terrible, sont marqués encore autrement que les parents, pas dans leur chair et autrement, mais vous allez pouvoir nous en parler. Et je me suis tout de suite dit, mais peut-être ça serait la bonne personne. Et ça s'est révélé être la bonne personne, effectivement. Alors après, je vais bien sûr passer la parole à Francine Kaufmann. Et si c'est possible au cours de la discussion, ou si vous avez aussi des questions à poser, j'imagine. Moi, ce qui vraiment me tourmente, c'est le problème, la question du témoignage, parce qu'on est tous là pour ça. Et la grande inquiétude et la grande détresse des derniers survivants des camps, c'est qu'ils se demandent tous qui témoignera après nous. Certes, il y a les enfants des déportés et les petits-enfants qui se sentent plus impliqués. Certes, les historiens font un travail extraordinaire, mais le travail, par exemple, fait par les historiens, aussi précis soit-il et précieux soit-il, il est factuel. Il va préciser des choses qui sont vraiment arrivées et qu'il faut pouvoir opposer sans cesse aux négationnistes et autres, je n'ai pas de mots pour eux, pourriture de la mémoire, là. Hein. Mais en même temps, est-ce que ça suffit? Et même quand les personnes vont témoigner auprès de classes, auprès de public, le témoignage, est-ce qu'il a du sens tant qu'il reste uniquement, par exemple, factuel? On est horrifié, mais et puis quoi? Il faut que ça bouge quelque chose, plus que bouger, il faut que ça blesse quelque chose dans celui qui a reçu le témoignage. Sinon, si ça ne devient pas un événement, si ça reste comme une série de faits, aussi établis et prouvés soient ces faits, ça ne suffit pas vraiment pour que l'essentiel puisse passer. Et c'est tout le problème du témoignage. De toute façon, le témoignage, en ce qui concerne ce qu'on appelle la Shoah, il est paradoxe absolu, irréconciliable, et en même temps, il faut faire avec, il faut vivre avec, c'est qu'il est impossible. Déjà, les premiers concernés, c'est-à-dire des rescapés de la Shoah qui l'ont subi, ont été les premiers à dire « nous ne sommes même pas légitimes pour témoigner ». Ceux qui auraient pu témoigner, c'est ceux qui sont morts. Comme on ne peut pas parler du fin fond de la mort, c'est insoluble. Ça a été repris, que ce soit Primo Levi,
j'en avais noté plein. Bon, là, il y a une telle littérature sur la Shoah. Et tous, Elie Wiesel et d'autres, le disent, le répètent. Ils se sentent même pas eux-mêmes des rescapés légitimes pour témoigner. Ensuite, on va pouvoir faire le même reproche, et je crois que vous aurez des choses à dire là-dessus, pour les enfants ou d'autres. Mais si l'impossibilité du témoignage est déjà inscrite dans le fait lui-même, c'est parce que c'est un fait qui est d'une telle, disons, violence que là, la réalité dépasse l'imagination, défie la raison, défie la pensée. En tout cas, la raison complètement, elle est mise à l'arrêt. Mais la pensée a beau être dans la consternation, elle est en même temps sommée d'essayer de penser, fût-ce dans ce vide de la pensée ou de l'impossibilité de la pensée. Il faut continuer. Et il y a des exemples, là je suis en train peut-être de me disperser, je vais revenir à vous. Je pense au poète Paul Celan. Il a été dit, bon, en le déformant, en le sortant du contexte de la formule de Adorno, qu'il était indécent ou impossible d'écrire encore de la poésie après Auschwitz. C'était pas ce qu'on a voulu lui faire dire. Quand il disait ça, c'était une poésie lyrique ou un certain type de poésie, bien évidemment. Paul Celan est un démenti total, mais en cassant d'une part la langue allemande et en étant quasiment dans un balbutiement qui atteint la pensée, je dis même plus la raison, parce que la raison, elle est pétrifiée devant la démesure des crimes commis. Même la pensée, elle peut aller ailleurs et plus loin que la raison. Mais là, elle est dans un vide. Et ce vide, il faut s'y confronter. Et je crois que le témoignage, il doit continuer à être bien sûr factuel, grâce aux historiens, etc., aux archives, tout, témoignage de tous ces ordres, même presque matériels, mais il faut qu'il surtout continue à faire événement. Parce que si un jour la Shoah ne fait plus événement, si elle ne consterne plus, ne bouleverse plus, ne met plus la capacité de penser dans tous ces états, ça ne sera plus qu'un événement lointain, comme les guerres napoléoniennes, ou qui font encore rêver et fantasmer certaines personnes, mais voilà, c'est d'un autre ordre. Or là, il s'est passé quelque chose qui dépasse simplement un pur événement historique. Ça dépasse, ça traverse l'humanité, et ça nous concerne tous, génération après génération, et même quand on n'est pas en apparence par son histoire personnelle, ce qui est mon cas. Je ne suis pas de famille juive, il n'y a pas eu de déportés dans ma famille, etc. Je me sens pas, bien sûr, concernée comme une personne, une famille de rescapés. Je me sens absolument concernée et meurtrie jusqu'à la fin de mes jours en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'est cette impossibilité justement de témoigner, de penser, etc., qui doit continuer aussi dans le témoignage qui doit continuer à être porté. Et je citais Paul Celan. Alors on peut citer bien sûr ce vers pris et repris, et souvent cité, nul ne témoigne pour le témoin. Qui serait complètement là, qui est au cœur du sujet. Mais il y a aussi un autre vers de lui que je trouve remarquable, tout bref. Le monde n'est plus, il faut que je te porte. Et je trouve que le travail du témoin, c'est ça. Nul ne peut témoigner pour un autre, c'est évident. Les témoins de seconde main, troisième main, etc., ne peuvent être que des échos, dire au moins une forme de salut. On entend et on répercute. On répercute de génération en génération. Même s'il y a de la perte en chemin, on répercute. Et le monde n'est plus, quand les autres ne sont plus là, ce que vous avez fait aussi pour votre père après, ou ben, il faut que je te porte. Hein. Et porté par la parole et par la reprise du témoignage. D'ailleurs, ce dont vous allez nous parler. Et je voulais, avant de passer la parole à Francine, lire des mots de Francine Kaufmann dans la postface qu'elle avait écrite au livre de son père, Au-delà de l'enfer. Donc son père qui a été un rescapé de Sobibor, Auschwitz et Dachau, c'est ça? Le convoi dans lequel mon père a été déporté allait à Sobibor, mais il s'est évadé du train. Ça, c'est une autre histoire. Il a été repris
avec tous ceux qui se sont évadés après lui, et on l'a envoyé à Auschwitz. Donc il partait pour Sobibor dans un convoi de représailles où tous ont été assassinés à l'arrivée sans même sélection. Et s'il ne s'était pas évadé, il aurait été exterminé. Alors, c'est juste quelques passages de cette postface que vous avez écrite. Les enfants de déportés sont plus vulnérables, écorchés vifs. Ils ploient sous les responsabilités tout en étant surprotégés. On attend d'eux qu'ils réalisent dans leur vie ce que des millions de morts n'ont pas eu le temps de réaliser. Investis de tant d'espoir et de missions sacrées, leur avenir est très tôt hypothéqué. Je m'en souviens. Je disais, quand je serai grande, je veux être écrivain. Mon père ajoutait, tu pourras leur écrire l'histoire de ma vie. Ce livre allait de soi. Comme si, possédant l'instrument dont je savais jouer, j'étais naturellement investie d'une mission. Je n'ai pas écrit ce livre. Je n'ai pas eu le courage d'assumer ces souvenirs qui, malgré les années de récit, n'étaient pas les miens. Je sentais bien qu'ils m'étaient à la fois familiers et étrangers. Et à la fin de votre postface, il y a cette phrase qui me semble importante. Il n'est jamais trop tard pour témoigner. D'ailleurs, la génération des enfants de la Shoah a pris la relève. Nous nous sommes chargés, bon gré mal gré, des souvenirs de nos parents. Nous saurons être vigilants pour que l'oubli ne s'installe pas. Merci beaucoup Sylvie. Je crois qu'il faut que vous éteigniez parce que sinon ça fait un... Ah, voilà, merci. En fait, il faudrait que je réagisse tout de suite, mais je voulais dire avant pourquoi j'ai dit oui si tard. Enfin, il y a un mois à peu près, mais ma maman est morte le 29 décembre, il y a un mois et quelques jours. Elle s'appelait Sophie Rosenberg. Elle a été 25 ans durant la conservatrice du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Elle était poète. Et donc, elle a connu mon père à Drancy. Et ayant moins de 17 ans, elle a pu encore sortir parce qu'on était en 1942 et que ce n'est qu'à partir de vraiment 31 décembre 1942, les lois ont changé. Elle a pu encore sortir de Drancy. À partir de 1943, ça aurait été impossible, même du 1er janvier. Elle est rentrée tout de suite en mars 1943 dans la résistance, les FTP-MOI. D'abord, dans le mouvement de jeunesse des FTP-MOI, la jeunesse juive de France, JJF. Et puis, assez vite, agent de liaison, elle s'est occupée de recruter des jeunes pour la résistance. Elle a transporté des armes, des tracts. Et ensuite, elle a travaillé à la technique. Elle avait comme supérieure directe Annick Rigel, dans la région de Grenoble, puis d'autres, dont une combattante, une des rares femmes qui employait le revolver avec, peut-être pas plaisir, mais enfin sans aucun problème. Et c'est peut-être à cause de son action de résistance et de celle de ma tante, sa sœur aînée, que mon grand-père a été arrêté pour... on savait qu'il était le père de résistante et puis il faisait des faux papiers pour la résistance. Ma grand-mère et lui cachaient des résistants. Enfin bref, on voulait lui faire avouer les noms de tout le monde et il a été torturé et assassiné d'une balle explosive dans la tête. Et ça, ma mère, toute la vie, je crois que c'est ce qu'il a le plus travaillé, la mort de son père et l'éventuelle culpabilité, que ce soit à cause de ses activités à elle et à sa sœur que son père ait été assassiné. Donc, je voulais lui rendre hommage avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit oui aussi, pour parler de maman. Et la seconde chose, c'est que j'ai travaillé, on l'a dit un peu, sur la littérature de la Shoah. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était sur André Schwarzbart, Le dernier des justes, sur lequel j'ai écrit un livre après ma thèse. Donc j'ai commencé à travailler en 1968. À l'époque, on disait Holocauste, génocide, catastrophe, Auschwitz. Il n'y avait pas de nom.
Et quand j'ai travaillé avec Lanzmann, on a beaucoup parlé de la nomination, et moi je lui expliquais que les Juifs en France refusaient le mot Holocauste parce que en français il est chargé de connotations religieuses encore, alors qu'en anglais, où il a été inventé sans doute par Wiesel, c'est un mot qui s'est usé, qui veut dire simplement sacrifice, brûler entièrement, ça c'est dans la tradition française, et incendie. Vous voyez comme ça c'est usé. Un incendie peut être un holocauste en anglais. Mais j'ai dû finir par me limiter à un seul auteur, et ça a été André Schwarzbart. Et si possible, m'avait dit mon directeur de thèse, un seul livre. Donc évidemment Le Dernier des Justes, bien que au moment où j'ai commencé à travailler, Schwarzbart venait de publier le Platteport aux bananes vertes, auquel j'ai fait allusion aussi dans mon travail, puisque André Schwarzbart a donné beaucoup d'interviews à cette époque. Je parle d'André Schwarzbart tout simplement parce qu'en travaillant sur lui, je me suis rendu compte qu'il y avait eu plusieurs versions du Dernier des Justes. D'ailleurs, j'en parle demain au centre communautaire, si ça vous intéresse, à 19h30. Je fais vraiment de la publicité et pour Schwarzbart. Et la première version du Dernier des Justes était en fait une très longue nouvelle autour d'un ami qu'il avait eu à Limoges dans les FTP, parce que il se trouve qu'André, comme maman et papa, étaient médecins. Ils ont été pratiquement au même lycée. Ils ont fréquenté la même synagogue juive polonaise, la petite Hadas Yeshurun, à côté de la grande. Maman et André ont donc été dans les FTP. Ils ont grandi dans la même rue, en Juru. Enfin, tout ça, je l'ai appris après. Je n'ai pas choisi Schwarzbart à cause de tout ça. Mais la première nouvelle racontait l'histoire d'un ami qu'André avait eu à Limoges dans la Résistance et qui s'appelait Ernie Lévy. Le nom est vrai, l'histoire du roman est complètement inventée, sauf ceci. Ce qui avait frappé André Schwarzbart chez son ami Ernie Lévy, c'était sa grande dignité, sa finesse, le fait qu'il était fils de rabbin allemand, Yecke, qu'il était venu se réfugier en France à cause de la montée du nazisme, et puis que du jour au lendemain, la femme qu'il aimait avait été arrêtée et allait être déportée. Et dans la prison, Ernie a envoyé à sa fiancée Rosette une lettre dans laquelle il lui disait « Veux-tu m'épouser ?» Elle a répondu oui, alors qu'elle allait être déportée. Et pour André, ça a été la découverte de ce que la Shoah était au-delà des apparences, c'est-à-dire aussi que les vies étaient amputées avant même d'avoir commencé, et que un amour naissant qui devait aboutir à un mariage était déjà destiné à la mort. Or, par la suite, Rosette est revenue. Ernie Lévy l'a épousée. Ils se sont installés à Montmorency. Et quand j'ai lu l'histoire de Rosette Lévy, je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement alors que je l'ai rencontrée. Parce qu'Ernie Lévy était à ma thèse de doctorat à Nanterre. Et Rosette, je ne me souviens plus si elle y était, mais en tout cas, je l'ai rencontrée par la suite. Et cet Ernie Lévy, c'était le mari de Rosette qui devait parler aujourd'hui. Donc je trouve ça tellement incroyable, mais tellement un signe du ciel que la mort de maman, Rosette Lévy qui ne peut pas parler, mais je ne vais pas la remplacer, mais c'est tellement bouleversant que le roman du Dernier des Justes ait commencé par l'histoire de cet amour, c'est-à-dire par la période contemporaine, et c'est peu à peu qu'il s'est élargi dans le temps. Donc je remplace ici celle qui a inspiré un passage essentiel du roman Le Dernier des Justes sur lequel j'ai fait ma thèse. Donc voilà pourquoi j'ai accepté aussi de remplacer Rosette. Et alors pour revenir maintenant un peu loin dans le temps à ce que vous avez abordé et ce que vous avez cité dans la préface, et je tiens à dire que cette postface, il y a une préface de Robert Badinter au livre de mon père qui a été publié en 87,
après le livre, quelques mois après le livre tiré de ma thèse, que j'avais soutenu en 1976 en présence de Schwarzbart et d'Ernie Lévy. Aux éditions Séguier, j'ai reçu un coup de téléphone, le livre est sous presse, mais on voudrait avoir votre témoignage en tant que fille de déportée. On est en 87, c'est pas encore courant de faire parler la deuxième génération. Et donc, ce texte, je sais qu'il a été étudié par les chercheurs de la Shoah en tant que parole des enfants, qui a surgi assez tôt. Et c'est vrai que j'ai eu une nuit pour écrire le texte, et je l'ai lu au téléphone à l'éditeur, il a dit « je prends tout de suite », enfin, il me l'avait commandé. Et c'est vrai que ça m'a forcé à réfléchir à ce qui faisait que j'étais différente d'autres enfants de ma génération en tant qu'aînée et en tant qu'enfant de déporté. Et l'histoire du livre de mon père, je ne l'ai pas racontée entièrement. Et là, ça va rejoindre un peu nos préoccupations communes. En fait, c'est vrai que mon père m'a toujours dit, comme j'étais la meilleure en rédaction et que je voulais être écrivain et que j'écrivais des poèmes, un jour, tu écriras mon histoire. Et je la connaissais par cœur à force de l'avoir entendue. Mais en Israël, moi, je lui ai dit, voilà, maintenant tu as le temps, tu as la retraite, écris. Et il ne pouvait pas, il me disait, mais non, mais c'est toi qui es censé écrire mon histoire, depuis toujours. Alors un jour, de guerre lasse, voyant qu'il ne... Je ne sais pas s'il ne pouvait pas écrire ou s'il ne voulait pas écrire, je crois qu'il ne pouvait pas. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, donne-moi tous tes papiers, tout ce que tu as pu écrire, ou alors assieds-toi et note tes souvenirs et moi je vais mettre ça en forme. Et j'ai travaillé un certain temps et j'ai abouti à 100 pages qu'on a envoyées à la thèse, qui a accepté, qui attendait la suite. Et je viens de raconter à Sylvie pourquoi j'ai arrêté au bout de 100 pages, parce que sans arrêt, mon père me disait, mais comment tu peux employer cet adjectif ? Mais comment tu peux employer ce mot ? Tu nous vois, nous, à Auschwitz, dans les conditions où on était, employer ce mot. C'est indécent. Je croyais qu'au moins ma fille comprendrait. Mais même toi, tu comprends rien. Il n'y a que les gens qui y étaient qui peuvent comprendre. Et un jour de guerre là, je lui ai dit, écoute papa, moi je renonce. De toute façon, c'est toi qui dois écrire. Et c'est pour ça que j'ai écrit dans la postface. Je ne pouvais pas porter ses souvenirs et parler à sa place. C'était à lui d'écrire. Et il ne voulait pas. Alors je lui ai trouvé une rewriter et ça n'a pas marché non plus. Et finalement, il s'est jeté dans l'écriture. Et à mon avis, c'est un écrivain, c'est-à-dire ceux qui ont pu lire son livre, il écrit magnifiquement. Mais il a fallu qu'il enlève le bouchon et qu'il accepte que ce qu'il s'était mis dans la tête depuis mes 12 ou 13 ans, c'est-à-dire qu'un jour j'écrirai son livre, et bien que finalement, c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi ? Parce qu'il me disait que c'est intransmissible, que même moi, sa fille, si moi, sa fille, je n'étais pas capable de vivre à sa place, de raconter à sa place, de dire des mots qui étaient complètement incongrus dans le monde de la Shoah, c'est qu'on ne pouvait pas passer le flambeau. Et d'un autre côté, il fallait le faire. Alors je vous laisse peut-être reprendre parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai lu grâce à vous et à Sandrine La pleurante des rues de Prague. Et justement, j'ai été bouleversée parce que c'est un voyage en 12 séquences, un peu comme les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Un voyage dans la mémoire. Une mémoire qui est à la fois impalpable et translucide. Alors là, attendez, je vais encore raconter quelque chose que je ne savais pas si je le raconterais. J'ai été engagée comme interprète pour Yad Vashem sans savoir de quoi il s'agissait, il y a déjà au moins 2 mois. Et donc, il s'est trouvé que c'était la rencontre de tous ces chefs d'État et j'ai eu l'honneur de traduire le président Rivlin, le président allemand qui a été... absolument extraordinaire, le vice-président américain qui était extraordinaire, enfin bon, une émotion absolument incroyable à Yad Vashem. Et donc là, je me suis sentie effectivement porte-parole
Je n'étais pas seulement interprète, là j'étais vraiment fille de déportée. Et quelques jours après, peut-être 3 jours après, j'ai fait un rêve. Et je me souviens jamais des rêves. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai rêvé éveillé ou est-ce que j'ai rêvé? Et ce rêve, c'était ça. Toutes les voix, on était 8 langues. En fait, il y avait 6 cabines parce qu'il y avait aussi des interprètes de la langue des signes qui, eux, étaient sur la tribune. Et il y avait aussi des interprètes italiens qui finalement n'ont pas travaillé parce que le président italien a emmené ses propres interprètes. Et donc, on était 6 cabines dans une tente à côté, dans une semi-pénombre, et seules nos lampes éclairaient. Et donc, il y avait un côté éclairé, un côté sombre. Et dans mon rêve, j'ai vu toute cette rangée de cabines avec toutes ces voix murmurantes dans les micros. Et ces voix qui traduisaient, et la mienne qui était témoin, montaient vers le ciel, au-dessus de Yad Vashem, et se transformaient en prière, en cris muets. Je l'ai vraiment éprouvé comme ça, que nous étions en train d'envoyer une prière vers le ciel et pas de simplement traduire. Et j'ai senti autour de moi, et c'est pour ça que ça ressemble à votre roman, il y a quelque chose de votre géante pleurante dans les rues de Prague. J'ai senti derrière moi, et je les ai aperçus parce qu'ils étaient aussi autour de moi, mais pas devant, des espèces de formes translucides qui étaient à la fois physiques, parce que je sentais leur frôlement, et en même temps des âmes. Et c'était toute ma famille. Et j'ai fait énormément de recherches en tant qu'aînée sur l'histoire et du côté de mon père et du côté de ma mère. Et je sentais ces formes translucides, très agitées, pas joyeuses, pas heureuses qu'enfin on les reconnaisse, stupéfaites, et quand même une stupéfaction étonnée. Alors ça y est, on parle de nous comme ça, on reconnaît notre souffrance, on reconnaît, on donne des noms. Et ils étaient contre moi d'un air de dire « Vas-y, vas-y, continue à prier, traduire, prier ». Et tout à coup, j'ai vu le visage de maman qui était encore, c'était même pas les 30 jours, devant moi, qui montait. Et dans la tradition juive, le deuil, on prie, on fait le kaddish pour faire monter les âmes. Et j'ai eu l'impression que le visage, j'ai vu que le visage et un peu du buste, et qu'elle était plus légère et qu'elle montait et elle était face à moi. Voilà mon rêve. Je voulais vous le raconter parce que toutes ces figures translucides derrière qui étaient ma famille me poussaient à témoigner, enfin traduire, prier pour eux à Yad Vashem. Mais il me semble que ce rêve, il est extraordinaire, mais il dit tout. Parce qu'il dit rien, il dit tout. Il dit beaucoup plus que si vous aviez préparé une très, très belle intervention, très rationnelle, très documentée. La façon dont vous l'avez raconté en l'improvisant avec l'émotion et puis cette part qu'il y a dans le rêve qui semble déstructurée et en fait je vais revenir justement à l'importance de l'œuvre d'art ou du fait que le témoignage direct étant frappé d'une sorte d'impossibilité, puisque la réalité est si folle et si violente qu'elle dépasse notre possibilité de dire en tant que parole, avec une syntaxe, une grammaire, etc. Tout est défié. Ce que disait votre père, on peut l'entendre, même si ça devait être insupportable. Je peux très bien comprendre. Cet homme devait se dire, mais de toute façon, aucun mot ne pouvait être à la hauteur, à la démesure ou à l'incroyable bassesse des humiliations subies, des souffrances subies. Aucun mot pouvait lui convenir. Et qu'il soit énervé ne m'étonne pas. C'était plus facile d'ailleurs de le déporter à l'extérieur de soi, mais ça a dû lui faire toucher ce problème de l'impossibilité d'en parler directement. Et du coup, quoi qu'en ait dit, même s'il y a des choses qu'on peut entendre... Claude Lanzmann, à propos de Shoah, Claude Lanzmann, on le sait, refusait absolument toute fiction autour de la Shoah.
Et alors, pour le cinéma, c'est autre chose. Mais, par exemple, point de vue littérature, enfin, disons de l'écrit, ceux qui ont voulu témoigner en direct, il y avait quelque chose même qui les brûlait, comme si les mots vraiment brûlaient, et parfois ont dû passer par la fiction. Par exemple, je passe à Sam Brown ou à d'autres. Il a fallu passer presque parfois par la fiction, où, à la limite, il y a un moment où même la langue est tellement mise en échec devant cette folie, il faut passer par autre chose. La musique, peut-être pour certains, de la danse, et la peinture. Et je pense à, enfin, tout le monde doit plus ou moins voir la peinture de Zoran Muzic, également de Miklos Bokor, qui lui qui était déporté, qui était un juif de Hongrie. Et ces sortes de silhouettes, j'y pense, parce que vous avez parlé de cet adjectif évanescent, diaphane, translucide, il y a une espèce de... Et c'est ça, dans la peinture de ces deux peintres. J'ai dit translucide parce que je voyais une sorte de lumière à l'intérieur de formes qui étaient transparentes mais lumineuses. Alors qu'ils sont pas, là, ils sont même pas vraiment, on peut pas. Pour ça que j'ai évité le mot translucide parce que c'est plutôt une sorte. Enfin, ceci dit, diaphane, c'est le même mot avec une autre racine. Mais quand on voit les tableaux de ces deux peintres, c'est des sortes de silhouettes absolument filiformes où le visage est. On peut plus distinguer du tout les traits du visage. Et là, si on pense à Lévinas, pour le coup, c'est le corps entier, bien sûr. Ce sont ces silhouettes qui font visage. Et le fameux visage que l'on lit Lévinas, où quand il apparaît, on voit écrit sur lui l'interdiction de tuer, tu ne tueras pas, et ce renversement absolu, et en même temps le visage est peut-être dans son dépouillement le plus grand dans cette peinture. Et voilà, ce que vous avez raconté avec le rêve, c'est peut-être ce qui permet euh, comment dire, de sortir du néant, de cette espèce de noir absolu, où ce qu'on appelle la Shoah, avec le nom d'Auschwitz qui est devenu emblématique de l'ensemble, a plongé l'ensemble de la pensée. Et du coup, ça me fait penser au travail de Georges Didier Huberman. Il a des livres extraordinaires avec toutes ses réflexions sur le thème de l'image, que ce soit le cinéma, la peinture ou autre. Et dans plusieurs textes, il a abordé ça. Un qui s'appelle Écorce et un autre qui s'appelle Sortir du noir. Tout petit texte qu'il a écrit après avoir vu le film de Laszlo Nemes, je ne sais pas comment on prononce son nom en hongrois, Le fils de Shaul. Et c'est un tout petit texte extraordinaire sur ce film où il félicite justement ce jeune réalisateur, en plus assez jeune, hein, et je crois qu'il avait même été adoubé par Lanzmann, c'est peu dire. Hein. Et bref, dans ce film, c'est vrai qu'il est assez hallucinant. Est-ce que c'est de la fiction ou pas de la fiction, peu importe. Mais ce que disait Didier Huberman, c'est que quand il parle de sortir du noir, ce trou noir qu'est Auschwitz, ce trou noir absolu, il faut peut-être en passer justement par l'artifice d'une pratique artistique. Peut-être qui justement dans un film peut montrer la structure folle d'un cauchemar, mettre en scène une sorte de rêve cauchemar, parce que on ne sait plus où on en est dans le rêve de Saul. Est-ce qu'il a eu un fils? C'était son fils, pas son fils? On voit bien qu'on est parti dans la folie de cet homme, mais c'est comme si le cinéaste avait réussi à montrer par des images la structure de folie, en un sens, enfin la structure, je ne sais pas si on peut dire structure, mais le fond plutôt, le fond ou une sorte de magma de folie, de violence, de cauchemar qui souvent sous-tend et structure la réalité, nos vies, et qu'on ne peut pas comme ça expliquer, mettre en scène juste par un discours, mais la peinture, peut-être de la danse aussi, on peut très bien imaginer, d'un coup j'imagine les ballets de Pina Bausch ou d'autres, dans la désarticulation, c'est-à-dire dans des comportements qui ne sont pas du tout ceux de nos corps en temps normal. Et vous voyez qu'ils vont donner une idée de ces rêves qui eux-mêmes donnent accès à des fonds de notre réalité, pas seulement psychique, mémorielle,
auxquelles on n'a pas accès par la voie consciente. Il faut les deux. Et vu la monstruosité de la Shoah, à chaque fois, je pense, il faut en passer par quelque chose de... Voilà, le discours raisonné, raisonnable ne peut pas suffire. Ici brise. Et je pense soudain aussi au travail de quelqu'un comme Ritipan. Tout le travail qu'il fait, lui, au nom de la destruction, fait le génocide commis dans son pays par des gens de son propre pays, Cambodge, les Khmers rouges. Et dans un de ses films, à un moment, il manipule des sortes de petites figurines. Parce que voilà, parfois il faut en passer par vraiment ce qu'on appelle la fiction, mais à la limite, la réalité dans les camps, à chaque fois qu'on lit, là encore, j'ai lu un texte qui a été récemment traduit, qui a été écrit dans les années 60 par quelqu'un qui s'appelle Iakovos Kambanelis, grec, rescapé, lui, de Mauthausen. Et le livre est effarant, encore un, mais effarant. Mais il est étonnant parce qu'il est d'une dynamique folle, parce qu'il parle à partir du moment où le camp est libéré. Et ce qui a été rarement fait, de voir qu'est-ce qui se passe dans le camp libéré, chez les survivants. Et c'est là qu'on voit à quel point l'humanité, où on est vraiment des crétins, les humains, ils arrivent à se battre entre eux très peu de temps après, entre communistes, non communistes, selon... Ils ont oublié tout ce qu'ils ont subi et on les voit, ils arrivent à se battre, il faut les séparer. Les soldats américains doivent les séparer. Mais bon, le problème n'est pas là. Son livre est étonnant parce qu'il fait des allers-retours constamment entre les années où le camp fonctionnait dans son atrocité et l'après. Ce qui fait que ça donne une sorte de dynamique et on n'est pas dans cet enfermement. Mais à chaque fois, les témoignages qu'il donne, on pense avoir tout vu de l'horreur et de la cruauté des nazis, des capots. Et à chaque fois, non, non, parce qu'on ne s'habitue pas. Et son livre, peut-être ses structures permettent voilà, de donner vous voyez, des indications, pointer des faits, et en même temps, c'est comme un puzzle cassé, et c'est au lecteur d'essayer de faire quelque chose avec ça. On ne lui demande pas de reconstruire quelque chose de fini, parce que pour le coup, on peut sortir le noir du trou noir, mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'illuminer complètement, c'est impossible. Et je reviens à ce que je disais au tout début, justement, le témoignage ne peut fonctionner que s'il dépasse le fait de simplement attester d'un fait, mais qu'il provoque, à la limite, les rêves que vous avez eus, qui vous ont visité. Parce que là, on a presque envie de dire visité par un rêve. Hein. Il y a beaucoup dedans. Bien sûr, il y a le fait de la mort de votre mère. Quand on est passé par le deuil de parents, je pense que dans la salle, il y en a plus d'une personne qui a connu chaque deuil est très particulier. Vraiment, le deuil des parents, c'est très particulier aussi. Même s'il est entre 25 000 guillemets dans l'ordre des choses, il n'empêche. Quel que soit notre âge quand on perd nos parents, moi je considère on est orphelin et on a un chagrin d'orphelin, quoi. Et ça peut déclencher effectivement des rêves qui sont entre la vision, le cauchemar, le rêve en même temps émerveillant parce qu'on est heureux de revoir la personne disparue. Et puis avec votre mère et toute l'histoire qu'elle portait en elle et derrière elle, et vu le rôle qui vous était assigné, vous en tant qu'aîné d'une famille dont les deux parents, l'un survivant des camps, mais l'autre rééchappé aussi, hein, rescapé de ces tourments atroces, ça n'a rien d'étonnant que c'est fait se lever du fond vraiment de vous ce rêve. Et à chaque fois aussi, je reviens à ça, au fait de l'impossibilité de témoigner, comme on dit toujours, cette énigme du mal. Mais hier, j'ai vu un film, et j'ai envie de dire l'inverse, l'énigme aussi du bien, même si les deux sont ensemble. J'ai hésité à le voir, c'est le dernier film de Terrence Malick, Une vie cachée. Je ne sais pas si des gens l'ont vu. Ah, ça vaut la peine, hein. C'est bien ce que je pensais. Très déroutant, hein, dans la manière de filmer, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais comme je l'ai vu hier soir, vraiment, ça m'a frappé en pensant à la journée d'aujourd'hui, mais je me suis dit,
On parle sans arrêt de l'énigme du mal. Et effectivement, il y a cette énigme où on dit mystère du mal. Parce que si on dit énigme, ça veut dire qu'on peut dénouer quelque chose. Une énigme, c'est fait pour être, normalement, si on trouve quelqu'un de génial, il va dénouer l'énigme. Mystère, c'est autre chose. Et je crois que c'était la poétesse, je ne sais pas comment on dit, Marie-Noël, qui, dans un de ses textes, disait Dieu nous a donné plein de mystères à croire, mais il y en a un qui reste un mystère à penser et à souffrir, c'est celui du mal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse à ça. Et ça reste un défi absolu à la raison, d'où la difficulté des témoignages, etc., pour ceux qui le subissent. Mais le bien aussi, si on réfléchit, il y a un mystère du bien aussi, ou du moins peut-être une énigme, ou je ne sais pas. Mais le personnage, qui est un personnage ordinaire, hein, ce paysan qui était heureux là-haut dans ses montagnes, dans sa ferme, avec sa femme, sa famille, un homme bien, un homme droit, un homme juste, un homme simple, mais qui lui a pris au pied de la lettre, hein, qui a pris au sérieux, voilà, au sérieux, pas au pied de la lettre, vraiment au sérieux, l'enseignement qu'il a reçu à l'église. Là où les autres, on voit que ça leur a glissé dessus comme sur des plumes de canard. Hein, oh là là. Et lui, ben non, il a vraiment pris ça au sérieux. Il aime la vie, il aime profondément sa femme et ses enfants, il aime profondément sa terre, tout ce que vous voudrez, il n'a aucune envie de mourir, mais vous ne lui ferez pas prêter allégeance, même de manière artificielle comme ça, pour sauver sa vie, à Hitler. Il peut pas, il peut pas. Il dit non. Même le prêtre vient lui dire, mais ce que tu fais est monstrueux, c'est vrai que ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. Qu'est-ce qui le tient? Et quand le prêtre essaye de lui parler, ou même quand sa femme ou d'autres lui disent, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas être... Ils vont te tuer. Effectivement, ils l'ont décapité, cet homme, hein, qui faisait de mal à personne. Simplement, il n'a pas voulu prêter allégeance, même prononcer ces mots à Hitler. C'était un... Mais il critique même pas, il dit rien, il se rebelle pas, il dit rien, il subit au nom de ses valeurs, au nom de sa foi. Et là aussi, et pour tous, c'est une énigme. Et le bien, ou les gens comme ça de pure bonté, là on peut parler de bonté, c'est un tel défi pour les autres, surtout pour les médiocres, encore plus pour les salauds, on le voit d'ailleurs dans le film, comme ça excite la haine des plus mauvais, mais aussi comme ça excite, parce que ça les humilie, les médiocres, les tièdes, ceux qui seront vomis, dit l'Apocalypse, ceux qui sont entre deux eaux, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qu'osent pas, qui tournent leur veste dans le sens du vent et tout. Ça les met mal à l'aise de voir un gars qui est aussi intègre. C'est pas possible. Donc, c'est comme s'il leur envoyait un miroir. Là, vous n'êtes pas très joli, là. Or, lui, il ne veut pas ça. Il le dit, je ne juge personne. Bon, il est très christique. Il ne juge pas, il ne porte pas de jugement. Il est comme il est. Il ne demande pas aux autres de changer ce qu'il... Il est comme il est. Et ça les rend dingues. Les nazis, eux, ça les rend dingues. Donc, ils lui tombent dessus à bras raccourcis. Mais même les gens ordinaires qui étaient ses copains, les voisins, etc., lui tournent le dos, crache au visage de sa femme, enfin commence cette persécution, etc. Et en ce sens, ce film est très fort. D'abord, il n'est pas manichéen et il est très fort parce que voilà, il donne des tas de petits signes comme ça. Et je me suis dit, mais finalement, dans les deux cas extrêmes, bien, mal, quand ils sont portés à une forme d'incandescence, ben, ça relève à nouveau du mystère. Le bien ne s'explique pas. Quand on lui pose la question, cet homme est incapable de répondre. Il n'a rien à dire, il est comme il est. Et il est vraiment dans la transparence. C'est Simone Veil qui disait, la philosophe, là, qui disait que le bourreau n'a pas conscience du mal qu'il fait. Il est incapable, le bourreau, de comprendre que le mal qu'il fait est un mal. Il en jouit, il en joue, mais il ne sait pas, il ne comprend pas ce que c'est finalement le mal qu'il fait. Il ne sait qu'en jouir. Et il n'a aucune conscience du bien et du bon. Donc, voilà. L'innocent, dit-elle, est le seul qui ait connaissance et qui souffre du mal qu'il ne commet pas. Parce que le mal que l'on commet au moment où on le commet, je crois qu'on n'en a pas conscience ni connaissance, on en a jouissance. Mais c'est l'innocent qui souffre et qui, lui, ne commet jamais le mal, qui, en un sens, a connaissance du mal, mais l'innocent lui-même n'a pas connaissance du bien qu'il fait. Parce qu'il ne se retourne pas.
Il ne regarde pas ce qu'il fait, il ne se soucie pas du bien. Revient à votre mot, translucide ou diaphane, voilà. Il y a une sorte de, je dis translucide, c'est pas tout à fait transparent parce que personne, non mais je veux dire, à la limite, personne peut parvenir à la totale transparence, c'est ça que je veux dire. Translucidité, c'est déjà bien, hein, c'est déjà beau. Pratiquement tout ce que vous avez dit me fait penser à André Schwarzbart, bien que je ne sois pas venue donner une conférence sur André Schwarzbart, et que vous citez dans Le vent reprend ses tours, parmi tous les visages qui se lèvent, Benjamin Fondane, sur qui je travaille aussi depuis de très très nombreuses années. Mais c'est quand même André Schwarzbart à quoi je pense avec tout ce que vous venez de dire, parce que lui aussi s'est posé la question comment rendre hommage à une génération qui n'avait pas de tombe, donc où on ne pouvait pas matériellement se rendre sur la tombe pour matériellement avoir une trace des disparus. Et donc, il a voulu trouver une tombe, disait-il, dans l'écriture. L'écriture est devenue une façon de faire un kaddish qu'il ne pouvait pas prononcer. Il ne pouvait pas amener le petit caillou sur la tombe. Alors son livre est devenu le petit caillou. Parce que dans son enfance, il était pratiquant. Mais quand ses parents, son petit frère qui venait de naître, il avait moins d'1 an quand il a été arrêté. Le frère aîné, c'était pour lui son dieu dans la famille, Jacob. Et pour André, qui avait 14 ans et demi, ça a été la perte de la foi, mais il n'a même jamais voulu le dire. Même à moi, il ne prononçait pas le mot. Quand je lui disais, mais à quel moment vous avez perdu la foi, il ne disait pas au moment où mes parents ont été arrêtés, ce qui pour moi était une évidence, mais il ne pouvait pas le prononcer. Or, quand il a cherché à rendre hommage, il a commencé donc par cette longue nouvelle, et puis peu à peu, il est remonté dans le passé. Et dans ses interviews, il disait qu'il n'avait pas été capable d'aborder la Shoah directement. C'est-à-dire la mort de ses parents gazés à Auschwitz avec ses frères, sa grand-tante et son peuple. Il n'a pas pu. Alors, si vous faites attention, le dernier des Justes, c'est uniquement les 2-3 dernières pages où on arrive à Auschwitz et où finalement la dernière page, c'est l'entrée dans la chambre à gaz. Et on entend encore la voix d'Ernie dans la dernière page. Il n'est pas encore gazé. Mais tout le livre va chercher les traces prémonitoires dans la civilisation occidentale de ce qui va mener à la Shoah. Et il disait, j'ai essayé d'aborder la Shoah de biais, de côté, pour l'ombre portée par l'histoire des persécutions des Juifs en Europe a fini par engendrer la Shoah. Il y avait le terreau, il y avait les persécutions, il y avait les préjugés, il y avait l'assimilation des Juifs au diable. On croyait qu'ils avaient des cornes et une queue. On disait qu'il y avait l'odeur juive comme il y avait l'odeur du diable. On disait qu'ils empoisonnaient les puits comme les a accusés d'empoisonner l'atmosphère et de pourrir l'Occident et de comploter contre l'Occident, etc. Donc Schwarzbart, peu à peu, ce n'est pas le sujet de l'exposé, mais le sujet c'est comment peu à peu il va éclairer de biais l'histoire de la persécution qui va conduire à Auschwitz et sans l'expliquer, parce que dire le comment, c'est quand même pas possible, mais il va montrer des jalons dans l'histoire de l'Occident, la ghettoisation dès le Moyen-Âge, les bûchers qui sont au Moyen-Âge aussi avec l'Inquisition, qui vont finalement mener à cette image des fours crématoires et de la fumée. Donc la fumée qui sort des bûchers, la fumée qui sort des crématoires. Relisez Le Dernier des Justes dans cette optique, vous allez voir que c'est une accumulation d'épisodes qui amènent à comprendre comment les gens se sont habitués à l'idée qu'on pouvait un jour brûler les corps et se débarrasser du peuple tout entier, qui était le peuple déicide, pourrissant l'Occident, complotant, etc. Et deuxième chose, André Schwarzbart
n'était pas écrivain, il s'est donné un instrument pour pouvoir témoigner et il a été considéré comme illégitime parce qu'il n'avait pas lui-même été dans les camps, comme si, pour témoigner, il fallait avoir été dans la chambre à gaz. Or, ce n'est pas possible. Il y a eu quelques rares personnes qui ont été dans la chambre à gaz et il y a eu une panne de courant ou quelque chose de ce genre. Mais en fait, c'est des exceptions. Et même ça, ils ont survécu, donc ils ne sont pas les vraies victimes. Donc il est impossible de témoigner. Et Schwarzbard s'est demandé comment, il a cherché aussi le ton, comment raconter. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas en mesure de faire passer ce qu'il avait voulu faire passer, c'est-à-dire que, en fait, on cherche simplement à faire un kaddish alors qu'on a perdu la foi. Beaucoup de juifs sont des juifs de la Shoah, qui n'ont pas la foi et qui ne se sentent reliés au judaïsme que parce que quelqu'un dans leur famille a été exterminé parce que juif. Et est-ce que c'est ça, être juif aujourd'hui? Donc c'est la question de la spiritualité, du bien et du mal. Et ça m'a fait penser, puisque je travaille depuis des années, depuis ma retraite en fait, sur les manuscrits laissés par André Schwarzbard. Et dans ces manuscrits, il y a des thèmes comme ça. Et parmi les thèmes, alors ces thèmes, souvent, ils sont en marge de lecture de livres qu'il a faits dans sa bibliothèque, enfin, ou dans ses notes, ou dans ses cahiers, ses carnets. Et un de ces thèmes, c'est horreur et merveille. Horreur, c'est la Shoah, c'est le mal. C'est l'horreur absolue. Et puis merveille. Et comment c'est possible que le monde soit si beau, qu'il y ait un soleil qui réchauffe les eaux, qu'on entende le cri des oiseaux, que l'homme soit capable de bonté. Et dans Le Dernier des Justes, le grand-père d'Ernie Lévy, le héros du roman, pas le vrai, mais Ernie Lévy, son grand-père c'est Mardoché, et c'est un arbre, c'est un homme très large d'épaules, très grand, très beau, et capable de battre, d'envoyer balader les gosses qui l'attaquent, les paysans avec qui il travaille quand il est obligé de travailler. Et il ne peut pas les battre parce que chaque fois, il voit leur regard. Et leur regard, c'est un regard d'homme. Et il peut pas se battre. Et c'est seulement à la fin, quand on l'a tellement battu, que bon, il y a quand même sa dignité d'homme qui est atteinte, et il les envoie balader en une seconde, et Schwarzbard écrit, et soudain, il connut le goût de la violence. Pas le goût, parce qu'il ne va pas se laisser prendre au jeu, mais il découvre la violence parce qu'il y a un moment où il ne peut plus rester angélique comme ça. Et c'est la même chose avec Ernie Lévy, qui, lorsqu'il est battu par ses copains de classe, qui voient en lui le juif, fils de Judas, qui a tué le Christ, ne peut pas se défendre parce que c'est ses copains, ils voient dans le regard des enfants un être humain. Et là, ça me fait vous dire, réagir à ce que vous avez dit tout à fait au début, que témoigner, c'est créer un événement et pas simplement dire des mots. Eh bien moi, l'événement que ça a créé en entendant le témoignage de mes parents, que ce soit ma mère ou que ce soit mon père, ce qui a fait événement en moi, c'est que ce que nous avons vécu, nous n'avons pas le droit de le faire vivre à d'autres. Ça, c'est la leçon que mes parents ont tirée de la Shoah et qu'ils m'ont transmise. Donc moi, je suis bouleversée par tout le mal qu'on peut faire à qui que ce soit. Et très tôt, en tant que fille de rescapée, j'ai éprouvé que je ne pouvais pas supporter la souffrance de l'autre, y compris la souffrance des Arabes en Israël, par exemple, que je me refuse absolument à voir de manière générale comme nos ennemis, de même que mes parents m'ont enseigné que pendant la Shoah, il y avait des bons Allemands. Même dans les camps, il y avait des SS qui avaient des moments d'humanité. Et ils me l'ont raconté. Donc, j'ai jamais pu voir les Allemands ou les Arabes
ou les méchants de manière généralisée. Et mes deux parents, dans votre roman Le vent reprend ses tours, vous avez décidé de raconter l'histoire en fait d'un gitan qui est emprisonné aussi dans les camps. Eh bien, et ma mère m'a raconté que dans le camp de la route de Limoges, où elle a été internée avant Drancy, il y avait le camp des Bohémiens et le camp des Juifs. Il y avait une route et des barbelés entre eux, mais ils se voyaient et ils pouvaient se parler au-dessus des barbelés. Donc pour moi, la présence des gitans dans la Shoah a toujours existé. Et mon père, alors lui, combien m'a-t-il raconté l'histoire des gitans et du roi des gitans qui a été torturé. Il en parle dans son livre. Et pour moi, c'était une évidence. Il y avait bien sûr la Shoah qui était le pire qui pouvait arriver puisqu'on a utilisé la technologie pour une idéologie qui était un imaginaire de juifs qu'on voulait tuer dans des juifs réels à travers l'industrie de la mort. Mais il n'était pas seul. Mes parents m'ont toujours parlé des gitans et des autres, les homosexuels et tout. Donc j'ai toujours, non pas relativisé, parce qu'à mes yeux, bien sûr, la Shoah, c'est quelque chose quand même d'unique. Mais quand j'ai été engagée comme interprète il y a déjà peut-être 15 ans à Yad Vashem, pour le premier colloque où en fait Yad Vashem avait invité des Tutsis et a fait parler des rescapés de la guerre du Rwanda à Yad Vashem avec des rescapés de la Shoah, j'étais absolument bouleversée et heureuse parce que autant pour moi la Shoah c'est mon héritage, c'est mon poids, c'est mon fardeau, c'est mon passé et mon présent, autant je n'ai jamais voulu considérer qu'il y a uniquement un seul peuple sur la terre qui a souffert. Donc, ce que mes parents m'ont enseigné, c'est que jamais on ne doit rester indifférent à la souffrance des autres et que jamais on ne doit rester impassible. Donc voilà, je voulais dire ça. Oui, enfin, c'est difficile après ça de reprendre la parole, de continuer ce que vous dites. On peut effectivement à nouveau le greffer sur ce que devrait être un témoignage qui est porté, c'est qu'il puisse, donc ça veut dire que vos parents ont été capables de témoigner à leur manière, l'un d'une manière très directe, votre père, si j'ai compris, votre mère peut-être d'une manière plus oblique, plus détournée, plus silencieuse, mais par l'exemple de son engagement ou de ce qu'avait été sa vie, ils ont su, par leur témoignage, à la fois faire un fardeau, effectivement, mais rendre ce fardeau aussi l'alléger, parce qu'ils ont eu l'intelligence de diffuser à travers ce témoignage qui n'était pas un repliement uniquement sur votre histoire, au détriment ou dans l'indifférence de l'histoire des autres. Parce que malheureusement, le génocide qui avait été aussi programmé des populations tziganes, et après, s'ils avaient pu, si ce merveilleux Troisième Reich avait pu durer 1000 ans, comme l'espérait Hitler, ça aurait été l'ensemble des Slaves, mais là, ça faisait beaucoup. Il fallait qu'il ait du temps devant lui, ça faisait quand même beaucoup de monde. Les Slaves étaient aussi des sous-hommes. En premier, c'était effectivement les Juifs, et puis après venaient quand même les Slaves. C'était une véritable horreur pour eux. Et voilà, si chacun se replie uniquement dans son histoire, le témoignage reste échoue en un sens. Là, le témoignage, à l'évidence, c'est ça qui doit être, et qui donne de l'écho, de la résonance, qui s'ouvre de plus en plus largement. Mais la preuve que ça n'a pas encore fait événement, finalement, la Shoah ou Auschwitz, parce que depuis, on avait dit plus jamais ça, le fameux plus jamais ça. Or, il y a eu même au cœur de l'Europe la guerre en ex-Yougoslavie avec quand même des flambées génocidaires des uns, des autres, etc. Le Rwanda. Et puis ça continue.
ça continue. Il y en a qui se passent tellement loin que c'est dans notre indifférence, on en parle très peu. Bon, en Birmanie, les Rohingyas, ou en Chine, n'en parlons pas, dans les confins de la Chine, il y en a beaucoup, les Ouïghours et d'autres et d'autres et d'autres. Alors ici ou là, on va persécuter telle population parce qu'ils sont musulmans. Dans d'autres, c'est parce qu'ils sont chiites et non pas sunnites, ou sunnites et non pas chiites, comme on a fait en Europe entre protestants et catholiques, etc. Et puis dans d'autres, c'est parce que ils osent être yézidis ou chrétiens ou ceci ou cela. De toute façon, c'est partout. T'es pas comme moi, donc je te... Et tant que les témoignages de rescapés ou de gens se sentant concernés par des génocides, par des désastres, n'arrivent pas à sensibiliser au-delà de leur seule histoire, quelque chose échoue dans le témoignage. Et c'est pour ça qu'il est toujours à reprendre et à refaire. Parce que là, on voit bien, et puis le verre est vraiment dans le fruit, à commencer par l'Europe, hein. Le verre est à nouveau dans le fruit. Il y a des choses qui couvent la sournoisement. Et voilà, peut-être on manque de vigilance. Vous en parliez à la fin de votre texte sur la postface. C'est ce que les notes que j'avais pu prendre, là, que ce soit Didi Huberman ou d'autres. J'avais pris des notes Ben Soussan ou de tests aussi de personnes rescapées. Bon, à chaque fois, on retrouve ce souci d'élargir euh, ce témoignage. Le témoignage, il concerne de l'humain. Voilà, c'est des humains qui s'adressent à des humains pour renouer ce lien d'humanité, de fraternité, par-delà des sortes de pulsions véhémentes de déshumanisation, justement, de comportement de l'humanité en déshumanisant ceux qui ne sont pas exactement comme moi. On est arrivé au terme. Nous reste quelques minutes, mais peut-être on pourrait demander à la salle si ils ont des questions ou des remarques. Bonjour. En vous entendant, et en particulier en entendant Sylvie Germain poser la question de l'échec du témoignage, ou de que faire quand les témoins de première main, si j'ose dire, disparaissent, je me dis deux choses. D'une part, alors sur l'échec, ça veut peut-être dire que le témoignage n'a pas vocation à faire disparaître le problème. Parce que on en a eu des témoignages, on n'en a pas manqué. On a eu des films extraordinaires, des livres extraordinaires, et on en a parlé, on en a parlé. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est nous sommes toujours confrontés en nous-mêmes, je dis bien en nous-mêmes, à l'impossibilité d'accepter, si j'ose dire, cette présence auto-immune de l'humanité en nous. Il y a quelque chose en nous qui fait que notre frère, pour prendre le langage du chapitre 4 de la Genèse, notre frère, nous ne voulons pas en être le gardien parce que ça nous est insupportable, parce que nous le vivons comme une négation de nous-mêmes. Je pense au très beau livre qu'a écrit Jean-Luc Nancy qui s'appelle « Le Juif exclu en nous », là-dessus, qui explique comment, dans la naissance même de l'Occident, qui pour lui est la rencontre entre le monde grec et le monde juif, au bout d'un moment, la présence juive qui est absolument nécessaire pour que l'Occident naisse devient insupportable. Parce que d'une certaine manière, il faut reconnaître une contradiction dans l'idée que l'Occident, c'est le monde auto-fondé par la raison, que précisément la raison ne suffit pas, qu'il y a autre chose. Donc ça, je ne crois pas qu'on puisse... on ne peut pas demander au témoignage de régler quelque chose qui est une question qui nous est posée à chacun. Et du coup, ça amène à une deuxième question sur le témoignage, me semble-t-il, qui est la chose suivante. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la réalité de ce qui s'est passé. On le touche par un biais ou par un autre. En tout cas, certains d'entre nous sont touchés. Moi, je pense à des
des événements très précis, des rencontres très précises qui font que ma vie n'est pas la même et que je porte en moi quelque chose. Et la question qui nous est posée, c'est pas de remplacer les témoins. On peut pas, comme vous ne pouviez pas raconter l'histoire de votre père, vos mots ne sont pas ceux de vos pères. Par contre, nous pouvons chacun parler en nous de la singularité, de ce qui a bougé en nous, de ce qui est ébranlé en nous, de ce qui est en nous insupportable, de ce qui est blessé. Et parce que cette singularité, elle dit toujours la même unicité de ce qui s'est passé. Mais c'est l'unicité en nous, ce n'est pas simplement extérieur comme un produit mathématique ou une définition philosophique. C'est un événement, comme disait Sylvie, c'est un événement en nous qui dit une unicité humaine dont, au fond, le juif et Israël est la figure par excellence, qui fait d'ailleurs que c'est à lui d'abord qu'on s'en est pris. C'est parce que c'est ça qu'on ne voulait pas. C'est ce qui dit en nous que nous ne nous faisons pas tout seuls. Nous venons d'une parole. Ça, c'est insupportable d'une certaine manière. Et nous devons être témoins aujourd'hui pour ceux qui sont présents, et pour les générations à venir, c'est être capable de faire écho en quoi nous sommes blessés par ça et comment ça change nos vies et comment ça pose la question de quelle humanité nous sommes capables. Et notamment, je pense aujourd'hui, comment se fait-il que notre société est capable de laisser mourir, mais laisser mourir des milliers de gens dans la Méditerranée ou dans les rues de Paris, tout simplement. C'est la même chose d'une certaine manière. C'est pas du tout la même chose et en même temps, c'est la même chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, ce n'est pas vraiment une question, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et le lien à faire, même si ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même des échos avec la monstruosité de la Shoah et ce qui se passe actuellement avec le drame des migrants. Là aussi, je reviens encore à Georges Didier Huberman, dans un texte très très fort et où il part d'un poème qui a été écrit par une Grecque qui a travaillé au camp d'Idoménie. Et je me souviens, et il fait des rapprochements. Et à un moment, dans son poème, en fait, c'est un texte qui accompagne un film qui avait été filmé dans ces camps où ils sont là, dans Agar, dans la boue, en attendant d'être peut-être refoulés dans des pays où ils subissent la torture et où ils risquent à nouveau les pires choses qui soient. Et je me souviens de cette phrase qui m'a frappée. Il passe, il passe, c'est-à-dire les migrants, et elle dit les spectres hantent l'Europe. Ce sont des spectres parce que les migrants, on est quasiment tous plus ou moins lointaine lignée, mais des enfants de migrants. Hein, et ça renvoie toujours beaucoup plus loin, C'est en ce sens qu'elle dit des spectres. C'est le passé aussi qui n'en finit pas de passer, qui ne passe pas de l'histoire là de l'Europe, qui est traversé par ces spectres. Et elle a cette phrase, il passe, il nous pense. C'est à nous, justement. Voilà, on en revient avec le problème du témoignage qui vient pointer, il échoue en un sens, s'il ne vient pas pointer et rendre hypersensible cette espèce de point le plus enfoui en nous, de contradiction, où il nous est insupportable de ne pas être autosuffisant, d'être redevable, d'être finalement des héritiers et tout, où ça nous est insupportable. Si ça ne vient pas le pointer, et au-delà de cette réaction de défense et de refus qui peut virer à la violence, et si ça ne fait que virer à la violence et purruler de ce côté-là, c'est un échec total. Effectivement, un témoignage prend sens si, au contraire, passer cette brûlure, cette douleur que l'on ressent, ce bouleversement, on est capable d'une totale remise en cause et d'un questionnement. Il passe, il nous pense, encore faut-il que le « il nous pense », on accepte d'être aussi pensé, traversé par ces gens, par ces spectres, par ce drame. C'est toujours ce problème de aller déjà en soi et reconnaître, comme disait Étienne Le Soum dans son journal, à un moment, elle dit à un compagnon de misère qui en peut plus des Allemands et qui dit ce sont des salauds, des ordures, etc. Et d'un coup, elle l'arrête et lui dit bon, ça suffit. Avant de traiter les autres
essayons déjà de voir la saloperie qu'on a en soi pour l'extirper. Et c'est ça aussi, moi je trouve, les autres passent et ils nous pensent. Il y a toujours, en fait, vous voyez, ils nous pensent à la limite de eux qui sont dans l'impensable, en même temps nous pensent ou nous jettent le défi d'avoir à penser même c'est impensable. On revient toujours à... Mais ce qui compte, c'est de maintenir vivace, vivant et même donc vivace, ce souci, ce questionnement, ce petit scrupule qui, au dernier moment, va nous retenir de crier avec les loups, de vouloir l'extermination des autres. Je renvoie encore à ce film que 2 ou 3 ont vu. On voit bien comment ça... Bon, on le voit dans des tas d'autres films, hein, mais là, bon, c'est un film récent qui pose d'autres questions. Et je suis toujours sensible à ça. Quand on voit comment comment ça s'appelle, le virus, voilà, se répand. Il n'y a pas que le virus chinois là qui nous menace tous. Il y a d'autres virus bien plus sournois encore, et il n'y a que nous-mêmes pour pouvoir lutter contre ça. Hein, J'aurais eu quelque chose à dire, mais peut-être on va écouter vos questions et on va voir s'il reste encore un peu de temps. Et puis en terminant, je voulais lire à la mémoire de papa, non? À la mémoire de papa. Ah, pardon, oui, dans pardon. Votre texte. Oui, oui. Oui, excusez-moi, je n'avais pas compris. Si vous avez des questions. Non, bon, je sais pas, il a été mis au pilon, mais peut-être il faudrait le rééditer. Oui. Non, je pense que ça n'est pas forcément une question, ou en tout cas, ça peut évoquer autre chose en vous qui pourrait réagir. C'est vrai que je suis venue ici par invitation à la dernière minute. J'étais à l'exposition Adler. Je suis très contente d'être dans la salle et de pouvoir me poser aussi cette question du témoigner ou pas. Hein, et qui doit témoigner? Est-ce que nous avons même, je dirais, le droit de témoigner quand nous ne sommes pas juifs ou quand nous sommes chrétiens? Voilà. On ne va pas se mettre à la place de l'autre. Mais il y a au moins une phrase au tout début qui m'a frappée quand vous avez dit « témoigner, c'est créer un événement ». Et tout de suite, pour moi, j'ai pensé à une autre formule qu'on utilise dans le milieu chrétien, peut-être ailleurs, faire mémoire. C'est-à-dire quelque chose qui nous a touchés, quelque chose qui nous a rejoints véritablement en profondeur, qui nous touche, qui nous fait vivre, qui nous porte et dont nous avons envie de communiquer à d'autres pour que ça dure, que quelque chose vive vienne corriger ce qui est de l'ordre du mal, instaurer le bien. Voilà. Comment être dans cette dynamique, peut-être aussi comment s'entraider et comment résister. Il y a une forme de résilience aussi, je pense, dans ce témoignage permanent, quand on sent que il faut la force de le faire. Il faut presque, je dirais, demander la force intérieure de pouvoir le faire. C'est pas toujours évident. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas vraiment une question, je crois, c'est un constat. Et si on rentrait dans le faire mémoire, ça pourrait aller loin, parce que c'est dans toutes les liturgies. Donc, que ce soit dans la liturgie du judaïsme, hein, à la nuit de Pessah, les textes qui vont être lus, si on ne fait pas vraiment mémoire, c'est simplement une vague commémoration. Bon, on relate un fait historique qui ne fait plus événement. Normalement, dans les liturgies, qu'elles soient du judaïsme, évidemment du christianisme, je pense, déjà chaque dimanche, chaque Eucharistie, c'est normalement, à chaque fois, doit être vécu comme un événement. Bon, combien de chrétiens le vivent comme un événement, même dans des habillés, on les compte peut-être sur une main, ceux qui le vivent à chaque fois comme un événement, l'être humain étant ce qu'il est, voilà. Mais on sait qu'on met la barre très haut pour essayer d'avancer un petit peu et de se... C'est bien aussi de mettre la barre parfois assez haut.
On sait très bien qu'on passe en dessous constamment, mais au moins ça nous force à nous tenir un petit peu debout, hein, parce que sur la métro bas, on va encore plus ramper dans la boue. Donc, mettons la barre assez haut, ça nous fait marcher au moins la tête un peu plus haute. Voilà, enfin, je ne réponds pas vraiment à la question. Et c'est peut-être... Bon, je suis contente que vous ayez parlé de Pâques, parce qu'effectivement, le Seder, c'est un récit, mais qui est acté. Je veux dire, on doit manger certaines choses, on doit bouger d'une certaine façon, on s'accoude, chaque chose est symbolique, on agit pour raconter. Et on dit bien dans la Haggadah, c'est comme si nous-mêmes étions sortis d'Égypte. Parce que si nous racontons simplement sans nous rendre compte que nous ne serions pas là si nous n'avions pas été sauvés, alors le récit est inutile. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, je sais qu'il y a encore quelques questions, mais très vite, il y a en fait plusieurs raisons de témoigner. Je sais que quand mon père a absolument finalement fini par accepter de témoigner, c'était l'époque où le négationnisme existait déjà. Et pour lui, ça a été une urgence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens peuvent affirmer que ça n'a pas eu lieu, alors le témoignage devient urgent. Ça n'est pas simplement pour pour réfléchir soi-même. Il faut d'abord dire, mais moi j'y étais, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et par recoupement, on se rend compte que aux quatre coins du monde, il y a des gens qui peuvent dire, mais moi j'ai vécu la même chose, j'ai entendu la même chose. Et il m'est arrivé d'entendre des témoins qui étaient passés par ce camp qui a été construit sur les ruines du ghetto de Varsovie, qui ont fait la marche de la mort et qui sont arrivés à Dachau. Et j'entendais les mêmes choses et je me disais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même une force contre le négationnisme de ces témoignages réunis. Alors ça, c'est un autre aspect du témoignage dont on n'a pas eu le temps de parler. Et puis, le fait de témoigner en tant qu'enfant de déporté, c'est vous qui vouliez parler du conte du Becht qui disait une prière au fond de la forêt et chaque fois qu'il y avait une persécution. Racontez-la et puis après non, mais vraiment résumé, Oui, je suis sûre résumé. que la plupart la connaissent. C'est le Baal Shem Tov qui, quand sa communauté était menacée ou quand le monde était menacé, partait dans la forêt à un certain endroit, allumait un feu et récitait une prière. Et il était exaucé, le monde était sauvé. Et puis il disparaît, un de ses disciples vient. Alors, ça dépend des versions, hein. Il va dans la forêt, mais il ne sait plus quel endroit. Bon, il allume un feu, récite la prière, ça marche encore. Un autre disciple. Alors lui, oui, à chaque fois, ça veut dire une nouvelle génération. Bon, il va plus dans la forêt parce qu'il sait vraiment plus où c'est. Il sait même plus allumer un feu. Bon, il se contente de réciter la prière. Ça marche. Nouvelle génération. Alors là, il reste plus rien, même pas la prière, rien. Mais ce énième disciple a entendu parler d'histoire du Baal Shem Tov qui, donc, il se contente de raconter l'histoire et là, malgré tout, ça sert de prière et c'est entendu. Et vient encore un autre après qui, alors là, ne sait plus rien du tout, mais a vaguement entendu parler de quelqu'un qui racontait que, et ça marche encore. Voilà, donc c'est là où il y a une sorte d'amenuisement, presque effacement total d'une présence, mais la trace est telle, et c'est ça le témoignage en acceptant, comme vous disiez, ben, on se fout au bout d'un moment de sa légitimité. On sait qu'on n'est pas légitime, d'accord, mais en tant qu'être humain, on est légitime, et on est même chargé de le faire. Alors on ne sait plus trop ceci, cela, mais on a entendu dire que, et comme c'est du côté là de la vie, pour le coup, eh ben, ça marche. Voilà. À moins que vous ayez une question très urgente. Oui. Non, dites. Non, mais pas très urgent. Mais moi aussi, c'était une remarque en plus qu'une question. En fait, le témoignage, c'est quand même basé sur la mémoire. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'on oppose un peu ou on réconcilie pas, à mon avis, assez le témoignage et le travail de l'historien. Souvent, on les oppose un peu. Et le témoignage, c'est basé sur la mémoire et on le sait,
il y a une amnésie traumatique qui peut avoir lieu. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, le 209 rue Saint-Maur. Et j'ai trouvé très intéressant que c'était l'histoire des archives très factuelles qui tout d'un coup faisaient renaître la mémoire à ce monsieur qui s'est souvenu des bains publics. Donc, moi, personnellement, je militerai pour que le récit soit comme une tresse entre ce travail des historiens qui, quand même, souvent permet d'avoir une globalité. Parce que le cinéaste Némez, par exemple, le fils de Saul, il le disait bien, il avait fait que des gros plans parce que chaque personne qui a vécu dans les camps ne pouvait pas avoir une vision globale, avait juste cette vision en gros plan, simplement. Et je trouve que c'est ça qui fait énormément la force de ce film et qui donne cette impression, comme vous avez dit, Sylvie Germain, d'être à l'intérieur, au cœur du magma. Et je trouve, et en même temps, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que j'ai travaillé beaucoup avec une ancienne déportée et elle aussi, elle a voulu témoigner au moment des négationnistes, qui serait comme un peu le négatif en photographie de l'historien. Et à ce moment-là, dans toute même l'histoire de la Shoah, on a vu beaucoup de témoignages qui sont revenus, comme peut-être un petit peu dans le 209 rue Saint-Maur, tout d'un coup, les souvenirs reviennent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je veux simplement dire, puisque j'ai fait une thèse de doctorat, que quand j'ai soumis mon sujet, donc en 68, à mon professeur, et que j'ai rencontré d'autres professeurs, ils m'ont dit enfin quelqu'un qui va faire un travail universitaire, qui va enlever un petit peu toute cet esprit larmoyant quand on parle de la Shoah. On va enfin avoir des faits. Et j'ai dû dire, mais je vous préviens, je suis fille de déportés, je peux pas le faire, je vais le faire aussi scientifiquement que possible. Et je pense que je fais de la recherche. Quand je fais de la recherche, je suis chercheur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de enfin on va enlever tout ça? Et un de mes profs a dit, j'ai rencontré André Neher parce que je voulais travailler sur de très nombreux auteurs, dont André Neher. Il m'a dit, mais c'est effrayant, cet homme ne parle que de cela, il devrait se faire soigner. Je vous assure, c'était en 68, un prof de Nanterre. Je vous dirai tout à l'heure. Non, mais c'était en 68, 69. Les gens n'étaient pas... ils disaient, il faut être universitaire, il faut être sérieux. Deuxième chose, en tant que chercheur, ça fait très longtemps que j'ai compris que la recherche ne s'appuie sur des témoignages que quand ces témoignages sont découverts. Vous avez des témoignages qui, ou ont été détruits, et on en est sûr, ou des témoignages qui n'ont tout simplement pas été exploités alors qu'ils existent, ils n'ont pas été traduits, c'était pas encore à la mode, ils restent dans des archives, ou ce sont la pointe de l'iceberg, et donc tout le monde s'occupe de la même chose, du même personnage, du même endroit, parce qu'il y a des témoignages. Mais ça ne veut pas dire que là où on n'a pas de témoignages, ça ne s'est pas passé. Donc, je suis un peu méfiante quand, en tant que chercheur universitaire, on me dit il ne faut que des faits. Au-delà des faits, non. Et encore une fois, je viens de vous raconter que j'ai été bouleversée d'entendre d'autres témoins raconter les mêmes choses que mon père. Mais par exemple, mon père raconte que lors de la marche de la mort entre Varsovie et Dachau, il était avec le rabbin de Zans,
Vous savez, ce rabbin a créé ensuite un hôpital à Zans, à Natania, parce qu'il avait fait vœu à Dieu, s'il s'en sortait, de construire un hôpital, pas pour les juifs ou pour les orthodoxes, lui il était très orthodoxe, pour tous les souffrants près de Natania, et tout le monde y a admis, y compris les Arabes, les Syriens, bon. Ce rabbi de Zans a dit que dans la nuit, le puits de Myriam allait surgir. Vous savez que dans le désert, les Juifs n'avaient plus à boire et ils étaient suivis par un puits de Myriam. C'est-à-dire que la prophétesse Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, avait fait surgir un puits et l'eau de ce puits alimentait les Juifs dans le désert. Or, voilà que le rabbin dit il y aura le puits de Myriam. Et les Juifs croyants se mettent à creuser, et sous la terre jaillit une eau merveilleusement pure, parce qu'on n'est pas très loin, à quelques kilomètres du fleuve. Et tout le monde dit, voilà, le miracle a eu lieu, comme l'a dit le rabbin. Et un jour, j'entends une conférence, je crois que c'était au musée d'art et d'histoire, le nom m'échappe, mais il va peut-être me revenir, justement de quelqu'un qui était à Varsovie, dans la marche de la mort et à Dachau, et qui raconte. Moi, j'étais dans un groupe, et quand même, j'ai des connaissances, donc j'ai dit, on n'est pas loin d'un fleuve, nécessairement, il va y avoir des résurgences de sources souterraines, il suffit de creuser. Et donc, tous mes copains se sont mis à creuser, et on a pu boire. Bon, je ne vous raconte pas le fait qu'ensuite les Polonais se sont mis autour des résurgences d'eau pour vendre l'eau. Enfin bon, il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais j'ai l'histoire du côté de mon papa qui devient un miracle juif et l'histoire de ce survivant où c'est scientifique. Mais c'est la même histoire. Donc, c'est en comparant, en entremêlant les récits, ce qu'a fait Lanzmann d'ailleurs dans son film, où il trouve des rescapés un peu partout, chacun racontant la même histoire ou complétant l'histoire et en revenant, et par l'enchevêtrement des témoignages, il y a une vérité qui surgit. Donc, les témoignages, ils sont la parole, ils sont oraux, ils sont la mémoire. La mémoire est vacillante et changeante. Mais le fait d'accumuler les mémoires, je crois, a eu cet effet dans le film Shoah, qui fait que, même si ce n'est pas la science, ça touche autrement que la science. Et donc, tout en étant chercheur universitaire et très sérieuse, je ne m'en contente pas. Voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais... On va en prendre une dernière, parce que madame a été très patiente. Et après, du coup, vous pourrez lire ce poème. S'il y a le temps, hein, sinon... je voulais dire, à propos d'histoire, dans ce lieu même, au mémorial, il y a des conférences des historiens, des chercheurs extraordinaires. On entend des recherches absolument incroyables, merveilleuses, intéressantes, des historiens polonais, français. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, j'ai une expérience, Madame Kaufmann, qui est différente de la vôtre. Mon père est revenu de déportation. Il a été déporté le 7 décembre 1943. Il est rescapé d'un convoi de 1000 déportés, du style à peine 30 rescapés. Il m'a également toujours raconté sa vie, sa déportation. Et dans son grand âge, il m'a dit « Carole, toi, tu sais manier les phrases, tu es allée à l'école, tu pourrais raconter ce que je t'ai raconté, mon témoignage ?» Je lui ai dit bah, « Je vais essayer, tu me surveilleras. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Très simplement, ce n'était pas du tout à but de faire paraître un livre, mais mon idée, c'était, par exemple, parmi les témoignages, de le déposer au mémorial. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai demandé, ça vous intéresse? Une fois que c'était fait, ah mais oui. Bon. Donc, j'ai rédigé, il a lu et il en était très content. C'était ses mots. Et il me disait, tu te rends compte? Alors, il commençait à la toute fin de sa vie à perdre un peu la mémoire et il me disait, tu te rends compte ce que j'ai écrit en lisant? Est-ce que tu as lu mon livre? Parce que moi, un petit gars du Pletzel, comment j'ai pu écrire ça?
Et je lui disais, bah, papa, je l'ai lu, et puis c'est vrai, tu écris bien, et donc il en était content, ça lui faisait du bien. Je l'ai déposé au mémorial, ainsi que le CD, enfin la version, Marie a fait la version moderne, contemporaine, voilà. Et très brièvement, un deuxième point, mais tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose dans l'histoire, hein, évidemment, c'est très très compliqué. Moi, ma façon, c'est d'être bénévole au mémorial, de faire des traductions yiddish de Yiskerbourg, d'aider à la bibliothèque. Donc, tout n'est pas simple du tout. Très rapidement, un deuxième point sur la difficulté de communication et du témoignage, néanmoins, malgré ce que je viens de dire. À la toute fin de sa vie, mon père, à la fondation de Rothschild, où ma mère y était aussi, mais était déjà décédée, mon père avait entendu à la radio le témoignage, enfin quand Sam Brown, vous l'évoquiez tout à l'heure, a fait paraître son livre « Je me suis tue, ne m'aurait pas cru », enfin le titre, a fait paraître son livre, et il y a eu une pièce tirée de son livre, et mon père avait entendu ça à la radio, il me l'a dit, je suis allée voir la pièce, et à la fin, je me suis fait connaître à Sam Brown, d'autant plus que mon père avait entendu le numéro de Sam Brown qui était celui qui le suivait. Boxenbaum, Brown, voilà, Sam Brown avait 15 ans seulement, mon père peu d'années en plus, et il m'avait dit, mais c'est incroyable, je ne le connais pas, on ne s'est pas vu, c'était tellement grand, évidemment, mais c'est le numéro qui suit le mien. Donc à monsieur Sam Brown, après la pièce, il était déjà très affaibli, je suis allée lui dire, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Je veux aller voir votre père ». Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée le chercher en voiture. Et j'ai vu ce monsieur, il allait mourir. 3-4 mois après, Sam Brown, donc avec ses béquilles et tout ça, dans la chambre de mon père. Et j'ai dit « Je vais vous laisser entre deux déportés, vous avez à vous parler. Moi, je vais aller boire quelque chose ». Ils m'ont dit non, restez dans un petit coin. Je me suis mise dans un fauteuil, un petit coin, et je les ai écoutés. Et ce qu'ils se disaient était très banal, je vais dire, entre eux-mêmes. Alors, c'est la seule entrevue, puisqu'ils devaient se revoir, et Sam Brown est mort. Peu de temps après, qu'est-ce que ça aurait été une deuxième entrevue? Je ne sais pas. Mais ces retrouvailles, c'était chaleureux entre eux. Mais entre eux-mêmes, j'avais la sensation que c'était très dur de parler. Et je ne pense pas qu'ils s'occupaient de moi. Je ne devais pas les gêner dans mon petit coin de la chambre de retraite, là. Et entre eux, c'était aussi très, très dur. Ils ont un peu évoqué des souvenirs, mais ils se disaient ah, mon compagnon, ah, mon camarade, ah, mais c'était très dur aussi. Voilà. C'est très important ce que vous venez de dire aussi. Et puis chacun, évidemment, a son expérience avec la parole ou le silence des parents. Je tenais à lire mon poème, non pas parce que je tiens absolument à ce que vous écoutiez ce que j'ai écrit, mais parce que c'est aussi un hommage à mon père. Et comme j'ai parlé de ma mère, je l'ai écrit après la mort de mon père. Et donc ça correspond au rêve que je vous ai raconté pour ma mère. Et ça porte exactement sur le thème du témoignage. Ça s'appelle « Fille de ». Se pourrait-il que j'ai vécu l'âpre allaitement du départ, le roulis du train abattoir, ballottant sa harde, mouroir, cahotant qu'humanise à peine l'entrebarreau de la lucarne, suspendu à hauteur d'arbre? Se peut-il que je l'ai connu, la honte d'urine répandue sur des corps pressés, gémellaires, épousés dans des wagons sans air, sans espace, sans espoir de pouvoir demain revoir les rues d'une enfance illusoire? J'aurais subi avant que d'être né l'appel interminable, aboyé, la sélection recommencée dès qu'achevée, la litanie lancinante de la faim qui grignote ce qui reste d'esprit dans ces nuits sevrées de rêves, des lendemains barrés, interdits d'y penser, verboten, Juden, raus, et ces cris, ces piétinements, vertige de silhouettes vacillant entre la vie et le néant, figure, numéro, musulman,
survivant, poussière de la terre, fumerole dans le ciel, survivant, éternellement, à ça, engendrant des graines véreuses, nécrosées de ça, privé du libre arbitre d'être, simplement d'être, enfant de survivant, héritier de là-bas, marqué au bras d'une invisible morsure d'être, fils et filles de rapportés de l'Est, à jamais, juifs, enfantés dans la mémoire, inquiets à perpétuité. Et ta mort, mon père, ne m'a pas délivré. Je suis ton porte, souviens-toi, ton vivant témoignage posthume, extra-lucide, qui régurgite la voix d'un mort. Merci à vous deux. Une fois.